Entre les chevaliers divins qui nous donnent enfin un tout petit aperçu de leur véritable puissance et très franchement, je trouve que la communauté les avait un tout petit peu sous-estimés. Gunko qui annonce la guerre finale et les géants qui auront un rôle capital à jouer dans cette guerre finale. Je trouve que ce chapitre 1146 de One Piece, bah il en jette du lourd. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse et la revue de ce magnifique chapitre 1146 qui se nomme Du grabuge au milieu du calme. Un titre qui contraste donc parfaitement avec le monologue de Gunko qui se poursuit pendant que le chaos est en train de se propager sur cette île de Elbaf. Franchement, ce chapitre, je l'ai trouvé très bon. 8 sur 10, 8,5 sur 10, c'est la note que je lui donnerai. Et on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Et on va commencer directement par analyser la page de couverture. Alors, la page de couverture continue avec la mini-histoire sur le personnage de Yamato. On est au 31e épisode. Et on a une Yamato qui déjà, dans les épisodes précédents, avait déjà sauvé Ulti et Page One. Et là, on revient dans ce 31e épisode sur la mini-histoire sur le personnage de Yamato avec Ulti qui congratule Yamato de les avoir sauvés Page One et elle des mains de Wuzu. Bon, déjà les gars, rien que de par cette équipe constituée de Yamato, Ulti, Page One, Otama, Umami et le charpentier là, déjà on ne sait pas déjà quel est le but réel de cette équipe. Cette équipe est déjà assez atypique. Maintenant, bon les gars, je pense que je vais pas vous mentir en vous disant que dès que cette mini-histoire sur le personnage de Yamato avait commencé, bon, on se disait un peu tous qu'il y avait des dingueries qui allaient se passer, surtout que on avait quand même appris qu'il y avait des femmes qui s'étaient fait enlever par des hommes en costard. On se disait qu'il se passait potentiellement des choses dingues sur ce pays des rois, que Yamato allait se battre contre des personnages puissants et on pensait même que Barbe Noire allait venir sur cette île de Wano pour potentiellement débusquer Pluton et tout. Bon là apparemment il n'en est pratiquement rien, si je peux dire les thèmes, si je peux dire les mots comme ça. Et franchement les gars, je vais arrêter de m'arrêter sur cette mini-histoire sur le personnage de Yamato étant donné qu'il ne se passe pratiquement rien. Bon, dans les chapitres prochains, je vais arrêter de m'arrêter sur cette mini-histoire. Du coup, on va entrer en plein dans ce qui nous concerne étant donné que je ne veux pas faire long. Le chapitre il est assez consistant et assez bon. Donc, on va pas perdre plus de temps, on va entrer directement dans ce qui nous concerne dans cette vidéo. Bon, commençons directement avec le personnage de Gunko. Je trouve que dans ce chapitre, il y a énormément de substances ajoutées en complément pour analyser le personnage de Gunko parce que franchement là, je pense qu'avec ce chapitre, Gunko va remonter énormément dans l'estime de beaucoup de fans parce que là, de toutes les façons de base, Gunko, elle était déjà assez haut dans mon estime, mais avec ce chapitre, elle monte encore plus. Bon, je pense que déjà, à cause de son pouvoir, étant donné que de base, visiblement comme ça, le pouvoir de Gunko, le pouvoir des flèches, il n'est pas super impressionnant. Mais quand on voit ce qu'elle en fait derrière, on se dit quand même que waouh. C'est-à-dire, dès que ce pouvoir nous avait été présenté au début de cet arc de Elbaf, on se disait bon, wow, bof, ça va être potentiellement une victime de Usopp et tout. Bon, peut-être que potentiellement, ça sera par la suite une victime de Usopp. On ne sait pas comment cet arc de Elbaf va se dérouler et tout. Mais là, avec ce qu'elle nous a montré dans ce chapitre, franchement, Gunko, je dis waouh. Déjà, rien que de par son pouvoir, parlons directement de son pouvoir des flèches là, de son fruit, je demande le fruit des flèches là. Bon, j'espère déjà que ce fruit, le haki peut le contrer. Parce que si le haki ne peut pas contrer ce pouvoir, c'est juste dingue. Parce que imaginez-vous par exemple, si un combat entre Gunko et Zoro et que Zoro attaque avec ses sabres et que voilà, justement les sabres les sabres de Zoro imprégnés de haki, que ce soit du haki des rois ou encore du haki de l'armement, tout ça infusé, ça n'arrive pas à toucher Gunko parce que avec le pouvoir de ses flèches, elle leur a donné une autre direction. Franchement, ce serait terrible. C'est-à-dire, en ce moment-là, Gunko sera l'un des personnages les plus intouchables. Et je trouve que la côte des chevaliers divins, elle est extrêmement remontée dans l'estime. Parce que beaucoup se disaient, ouais, les chevaliers divins, ils sont trois, ils vont faire quoi contre les Mugiwara et tout. Bon, c'est vrai que oui, là, ils sont trois. Même si je trouve qu'ils ont été, on va dire, globalement impressionnants dans ce chapitre, mais ils sont trop peu pour pouvoir faire face à la fois aux géants, à l'équipage des Mugiwara et à Luffy Giseng, parce que en plus de Luffy Giseng, t'as encore Sanji, Coppergaban et tout ça. Bon, ils sont trois, c'est assez peu quand même pour faire face à tout ce beau monde là, mais je trouve quand même que pour en revenir sur le personnage de Gunko,
Déjà, son pouvoir des flèches. Parce que si on essaie d'analyser en profondeur ce pouvoir des flèches de Genko, bah on se rend compte que ce pouvoir, il a bien plus de diversité et il est bien plus pratique que ce qu'on pourrait penser. Étant donné que lorsque ce pouvoir nous a été présenté, bah déjà, on a vu une Genko qui, grâce à ce pouvoir, donnait déjà une direction à suivre aux enfants, dont les enfants sont en train de suivre une direction en étant endormis, parce qu'il faut le préciser, une direction donc qui est donnée par Genko. Bon là, moi je me pose une question. Est-ce que le pouvoir de Genko est capable d'agir sur les consciences lorsque les personnes qui suivent la direction du pouvoir des flèches de Genko sont endormies? Ou bien cette propriété-là est capable d'être appliquée aux personnages même lorsqu'ils sont éveillés? C'est assez difficile à dire, mais moi je me pose cette question-là. Ça fait déjà une diversité assez importante ajoutée au pouvoir de Genko. Maintenant, dans ce chapitre 1146 de One Piece, bah, il y a une autre utilité de ce pouvoir des flèches qui a été ajouté, étant donné que bah, là on fait comprendre que le pouvoir des flèches de Genko est capable de retourner, ou en tout cas de donner une autre direction aux attaques que Genko subit. Franchement, c'est super impressionnant les mecs. Et comme je l'ai dit, j'espère vraiment, et franchement, j'espère vraiment que le hacker est capable de contrer ce pouvoir des flèches de Genko. Maintenant, les dernières propriétés qu'on a vues de ce pouvoir des flèches de Genko, c'était que bah, Genko était capable d'utiliser ce pouvoir comme une armure, étant donné que lorsqu'elle frappait Loki, elle avait utilisé des bottes géantes. Elle avait donc créé une armure via son pouvoir des flèches pour frapper Loki. Et là, franchement, c'était déjà super impressionnant. Bah, moi, lorsque j'avais déjà vu Genko frapper Loki avec une telle violence, moi je m'étais dit, ce personnage-là, il est beaucoup plus puissant que ce qu'on pourrait le penser. Parce que là, lorsqu'on voyait Loki attaché et tout, et Genko frappé, on se disait que bon, c'est un Loki attaché et tout. Du coup, voilà, Genko, ce n'est qu'une servante et tout. Justement, en parlant de servante, bah, beaucoup avaient théorisé le fait que Genko serait potentiellement une traîtresse et tout, qu'elle ne serait pas réellement un dragon céleste et tout, qu'elle venait, elle avait des origines de révolutionnaire, c'était une espionne. Voilà. Bon, là, dans ce chapitre, on a vraiment la sensation que Genko, c'est une réelle dragon céleste, étant donné qu'elle le dit véritablement. Bon, après, on sait qu'on est capable de devenir dragon céleste, étant donné que justement les chevaliers divins sont sur Elbaf pour recruter Loki, qui est de base un guerrier d'Elbaf, mais que les chevaliers divins veulent faire d'un dragon céleste en fait. Donc du coup, voilà, il est clairement possible de devenir dragon céleste sans avoir en été un depuis sa naissance. Ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, le personnage de Genko, comme je le disais, c'est vraiment un personnage très intriguant. Et là, j'ai vraiment aimé son feat, ses bails dans ce chapitre, étant donné que déjà, dans les premières pages de ce chapitre, tu retrouves une Genko qui est déjà sur une position de hauteur, là où les Mugiwara ou l'équipage de colons, lui, il est en bas, c'est-à-dire on nous présente déjà une supériorité. Et là, cette arrogance là, cette méchanceté des dragons célestes, franchement, j'ai vraiment kiffé tout cet aspect là sur le personnage de Genko. Ça nous montre réellement que oui, c'est un dragon céleste. En fait, ça nous rappelle que Genko c'est un dragon céleste. Et quand on voit son combat, étant donné que déjà elle a renvoyé l'attaque de Nami, bah c'est Brook qui se l'est pris. D'ailleurs, il faut noter quand même que Nami a une nouvelle attaque, je crois, c'est le Shark Tempo, je ne sais plus quoi. Bref, Nami a une nouvelle attaque. Bon, ça prouve encore que les personnages des Mugiwara évoluent, ils ne font que évoluer, même si on ne s'en rend pas forcément compte, mais ils ne font que évoluer. Et là, tu as Genko qui a réussi à renvoyer cette attaque-là, et c'est Brook qui s'est mangé cette attaque-là, et par la suite, elle a littéralement fait un carnage sur l'équipage des pirates de Colon. Franchement, c'était dingue. Déjà, Usopp, il s'est pris un coup de genou dans la gueule. Brook et Jinbe, ils ont attaqué. Bah, Genko a fait en sorte que les attaques de Brook aillent sur Jinbe, les attaques de Jinbe aillent sur Brook. Et puis, elle en a fini avec Colon et tout. Elle a dégagé Nami. Et là, tu as même l'impression qu'elle n'est pas forcément à 100%. Et comme je l'ai dit, j'espère vraiment qu'elle maîtrise un HDA hyper puissant et qu'elle possède un minimum aussi le HDR. Justement, en parlant de HDR, bon, elle a aussi utilisé un pouvoir, étant donné que lorsque Usopp a utilisé l'une de ses attaques sur elle, bah, ça a coupé une partie du corps de Genko. Et elle s'est régénérée comme on l'avait vu justement sur l'arc Egghead Island avec les Gorosei, surtout Saint-Saturne. Bah, là, on se pose dans les questions. Est-ce que réellement le personnage de Genko, elle est liée, ou en tout cas les chevaliers divins sont liés à Im-sama de la même façon que les Gorosei sont liés à Im-sama? Bon, déjà, moi là, je me fais une réflexion et je me dis que ce pouvoir-là de se régénérer, il est certainement lié à Abyss. Pour moi, c'est tous ceux qui sont marqués, qui sont capables de se régénérer. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Après, j'avais une autre théorie. La théorie que j'avais de base vis-à-vis de la réincarnation, ou en tout cas de la régénération des Gorosei, des chevaliers divins, eh bien, c'est que
Bon, étant donné qu'on sait qu'il y a une guerre il y a 800 ans entre le gouvernement mondial, c'est-à-dire les 20 royaumes, et les pirates de Joy Boy, on sait qu'il y a eu certainement beaucoup de morts et on sait que bon, le niveau de la mer est monté de 200 mètres. Moi, je me dis que avec tous les morts qu'on a eu là-bas, ça a un peu agi comme une pierre philosophale pour ceux qui ont la ref avec Fullmetal Alchemist. Bah, pour moi, le gouvernement mondial, à chaque fois qu'on tue, ou en tout cas à chaque fois que un membre du Gossé ou les chevaliers divins se prennent un coup fatal, bah, c'est la vie ou bien l'âme d'un de ceux qui sont morts lors de cette bataille-là, lors de cette guerre qui est consumée. Peut-être qu'ils en ont énormément, des milliards, des milliards, des milliards, bref, peut-être des milliers, bon, des milliards, c'est un peu exagéré. Peut-être qu'ils en ont énormément, ce qui leur permet de se régénérer. Ce n'est qu'une théorie, mais bref. Et donc, on a une Genko qui va, voilà, tabasser l'équipage de colons et tout avec c'est un Mugiwara. Et ce qui rend l'action de Genko vraiment impressionnante, c'est qu'il y a Jinbe qui fait partie de la masse. Et surtout, moi je me dis, si on a envoyé Genko parmi, ou en tout cas affronter cet équipage là où on savait qu'il y avait quand même un Jinbe, et de l'autre côté on a envoyé Kiligam et Summers face à Aguar, Saoro et les professeurs, je me dis quand même que potentiellement Genko c'est la plus puissante des trois. Maintenant Genko va nous dire que ouais, normalement le monde devait être englouti depuis et que personne n'était censé savoir, et qu'il y a trois personnages qui ont réussi à savoir ça et informer le monde, qui était Nico Olvia, le docteur Vegapunk et le docteur Cleof G. Clover. Bon, là, apparemment, il y a une guerre et selon Genko, les géants d'Elbaf, ils seront vraiment déterminants pour juger qui va réellement prendre l'avantage sur cette guerre. Maintenant, j'ai envie de dire, drôle de façon d'essayer de convaincre les géants de rejoindre leur camp, étant donné qu'ils sont en train littéralement là de capturer et de kidnapper leurs enfants. Maintenant, il ne faut pas l'oublier, la mission principale des Chevaliers Divins, c'est de rallier Loki. Pas forcément les géants, mais Loki à leur cause. Parce que en termes de puissance, Loki, franchement, il y a pas match avec les autres géants. Du coup, donc Loki représente réellement, je ne sais pas, une partie très 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 importante en termes de puissance dans l'univers de One Piece. Pour finir avec le personnage de Genko, on peut voir qu'elle a traité Nami de gamine. Bon, on sait que Nami aujourd'hui dans l'univers de One Piece est une adulte. Et voir un adulte traiter un autre adulte de gamin, bah, généralement dans les mangas animés, ça suggère souvent que celui qui traite l'autre de gamin est vraiment très très âgé. Donc potentiellement le personnage de Genko, tout comme les Gorosei, est aussi très 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 âgé. Bon, après ce n'est pas sûr quand on voit quand même Shamrock qui est le jumeau de Shanks, qui lui est très très jeune lui aussi. Donc Shamrock lui il a 39 ans, quand je dis très jeune c'est relatif, mais il doit avoir 39 ans, tout comme Shanks. Maintenant, le niveau de Shamrock, au vu du niveau des Chevaliers Divins, il est vraiment très très élevé. Maintenant, il n'y a pas que Genko qui est en action, étant donné qu'on a les autres Chevaliers Divins qui eux aussi sont en action, car on a déjà Saint Gillingham qui lui, il est en train de martyriser les enseignants. Bon, c'est pas si impressionnant que ça, parce que déjà quand tu es un enseignant ou c'est le directeur, c'est quoi, je sais plus, il s'appelle Kiba. Déjà on a un Kiba dans Naruto. Bon, Kiba c'est Kiba, et pourquoi Kiba, comment Kiba, qui est Kiba, et qui tue Kiba. Bon, Kiba quoi, c'est pas si fou, c'est Kiba, c'est pas Roger, c'est Kiba. Bon bref, maintenant il s'est fait Kiba et Ange. J'aime quand même le traitement que Eiichiro Oda attribue au personnage féminin, parce que là on voit très bien que Killingham il a quand même été extrêmement violent avec Kiba, mais avec Ange, voilà, il a juste mis son corps en état de veille. On peut se poser des questions sur les pouvoirs du fruit du démon du personnage de Killingham, parce que là, franchement, lui aussi, mettre le corps de quelqu'un en état de veille, bon, je suppose que le hacker est aussi potentiellement capable de contrer ce pouvoir-là. Mais à voir quand même. Maintenant, lui, je pense que lui se bat plus avec du haki que plutôt son fruit du démon, contrairement à Genko qui, je pense que elle peut-être 90% de ses pouvoirs résident dans l'utilisation de son fruit du démon. Et de l'autre côté aussi, tu as Saint-Somers qui lui, il était passablement énervé dans ce chapitre, étant donné que selon lui, Harald n'aurait pas dû pacifier le peuple des géants d'Elbaf, n'aurait pas dû créer des écoles, des bibliothèques et tout. Apparemment, il aurait douillé les chevaliers du vin, ou en tout cas, il n'aurait pas bien fait un travail. Donc, Harald, pour moi, c'est un complice du gouvernement mondial, mais il a juste raté son coup, parce que quand on voit Loki qui dit que bon, Ashujin, tu penses que j'ai réellement tué père par plaisir, bon, pour moi ça veut clairement dire que Harald
il avait vraiment des actions louches. Et Loki, lui, il a vu ça et il voulait couper tout, il voulait arrêter. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Mais je me dis quand même que si les Chevaliers Divins ont décidé de bouger maintenant, or, ils auraient pu bouger depuis. C'est vraiment tard parce que là, on a les Mugiwara et tout. Et franchement, je vois très mal les géants rejoindre le camp de l'autre là, du gouvernement mondial. Et là, on comprend maintenant qu'avec tout ça, tout ce mouvement-là qui a pour faire rejoindre les géants à la cause du gouvernement mondial, on comprend pourquoi Big Mom voulait les géants. Parce qu'elle a dit que bon, si elle avait l'équipage des géants, si elle avait les géants, elle aurait pu trouver le One Piece. Mais je pense que c'est réellement Loki qui est ciblé le reste des géants. Franchement, ils sont pas si puissants que ça. Le chapitre va se clôturer avec un Somers qui semble vouloir passer un message sur toute l'île d'Elbaf, étant donné que voilà, avec Killingham a utilisé un escargophone, machin truc là, voilà, pour passer un message sur toute cette île de Elbaf. Mais tu as un Somers qui était déjà en train d'abord de martyriser Aguar Disaro, et Aguar Disaro va quand même conseiller à Robin qui a battu Black Maria sur Onigashima, et Chopper qui lui aussi a fait une prestation plus ou moins correcte face à Queen de se cacher dans ses cheveux. Ça vous montre un peu que le niveau vice-amiral il est abattu, parce que là tu as Aguar Disaro, un vice-amiral qui ne fait absolument rien face à un chevalier divin. Là je dis oui, le niveau vice-amiral, quand on sait qu'il est largement dépassé, là c'est une façon de nous dire que là ces personnages-là sont puissants, les chevaliers divins sont puissants, et on est complètement d'accord avec ça. Leur niveau, il est très très haut. Et le niveau de Genko, franchement, Genko me fait un peu penser à un Kizaru qui arrive à être face au Mugiwara. Bon, après, peut-être que j'exagère quand même, mais pour moi, l'idéal serait de faire que le plus faible des chevaliers divins au minimum le niveau amiral, pour ajouter encore, on va dire, un peu plus de piment, un peu plus d'enjeux vis-à-vis des Mugiwara. Du coup, donc, le chapitre va se clôturer ainsi. Et là, je sais pas ce qui va se passer. On n'a pas de pause la semaine prochaine, ce qui est assez cool. Bon, Oda, il accélère. Bref, les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère que vous aura plu. On va pas faire plus long. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'est Animarium, peace bro. After.